Bon, j'ai acheté la 4060 Ti 16Go et même si la carte est hyper intéressante en tant que testeur, ben c'est clairement pas un achat qui fait plaisir, surtout au tarif demandé. Mais bon, on va en parler juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment un test de la 4060 Ti 16Go à proprement parler, tout simplement parce que la différence entre la 4060 Ti 16 et 8Go, c'est uniquement la quantité de VRAM. Donc au niveau des performances, ça veut dire que tant que l'on ne sature pas les 8Go de VRAM, les performances entre les deux cartes sont identiques, en dehors de la marge d'erreur bien évidemment, et pour l'instant, ça veut dire que dans plus de 99% des jeux qui sont sortis sur PC jusqu'ici, le modèle 16Go ne vous apportera rien de plus que le modèle 8Go. Puisque la quantité de VRAM elle-même ne vous apporte aucune performance, le seul moment où on a des performances en plus avec plus de RAM, c'est quand par exemple ici les 8Go seront saturés. En dehors de ça, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui fait qu'on parle de plus en plus des problèmes des cartes avec 8Go de VRAM, c'est qu'on a une quantité plus importante de gros titres sortis dernièrement qui commencent justement à demander plus de 8Go de VRAM quand on pousse tous les curseurs au maximum. Alors parfois c'est parce que les jeux sont très gourmands, parfois ce sont des jeux qui manquent d'optimisation et qui sont plus ou moins corrigés aussi par la suite. Mais ça change pas le fait en fait qu'il est plus probable que l'on rencontre plus de problèmes avec des cartes graphiques avec 8Go de VRAM dans le futur que l'inverse. Et ça, c'est pas spécialement nouveau non plus. La demande en VRAM, ça augmente au fil du temps, et ces dernières générations, ce qui pousse les besoins du côté de la VRAM, c'est souvent quand on passe d'une génération de console à une autre. C'est là qu'on a souvent un petit bump au niveau de la demande de VRAM. Ici, on a eu un petit peu de retard à l'allumage avec les pénuries, les épidémies, le pain de mie, les raviolis et compagnie, qui ont ralenti les développements des jeux. Mais les jeux orientés PS5, Series X arrivent maintenant en plus grande quantité, et ça impacte la demande en VRAM sur PC aussi. Donc bref, ce qu'on va observer aujourd'hui, c'est pas vraiment la 4060 Ti 16Go elle-même, mais l'impact qu'a la RAM en plus dans quelques jeux, pour voir à partir de quand ça coince, et aussi pourquoi. Puisqu'en dehors de ça, les conclusions de mon test sur la 4060 Ti 8Go s'appliquent aussi pour le modèle 16Go, à savoir que dans l'ensemble, les 4060 Ti 8 ou 16Go, c'est pas que ce sont de mauvais GPU, puisque pour du 1080p ça se débrouille très bien, et même en 1440p ça fonctionne pas si mal, vu qu'on tourne aux alentours des performances de la 3060 Ti et la 3070 selon les jeux et résolutions. Mais bon, le gros problème des 4060 Ti, c'est évidemment le tarif. À 440€ le modèle 8Go, c'est juste complètement inadapté dans le marché actuel, car on trouve des cartes bien plus intéressantes d'un point de vue performance-prix. La 3060 Ti et la 6700 XT, elles coûtent souvent environ 100 balles moins cher, et ça les rend du coup beaucoup plus compétitives. Et donc le modèle 16Go qui coûte 550€, c'est encore moins intéressant car le surcoût de plus de 100 balles n'est pas du tout justifié, que ce soit d'un point de vue performance ou production, puisque rajouter 8Go de RAM, ça coûte pas 100€ sur une carte, donc quoi qu'il arrive, les deux cartes sont juste bien trop coûteuses pour ce qu'elles proposent, surtout à l'heure actuelle quand on trouve des 6800 XT à moins de 550€, ou des 4070 ou 6950 XT à environ 630 balles. Alors une fois qu'on a dit tout ça, je vais parler vite fait du modèle que j'ai sous les mains ici, c'est la carte Dual de chez Asus. Alors j'avais choisi celle-ci tout simplement parce que c'était une des moins chères quand je l'ai achetée, et que les Dual sont plutôt bonnes sur la gamme 4000, et c'est aussi le cas pour cette 4060 Ti. Niveau construction, chose notable pour le modèle 16Go, c'est que pour passer de 8 à 16Go, Nvidia a dû procéder à ce qu'on appelle une implémentation en clamshell pour la VRAM en fait, ce qui fait que l'on a 8Go de VRAM sur le devant de la carte,
comme d'habitude, et on a aussi 8 Go sur l'arrière, et si on regarde sur la tranche de la carte, eh bien on peut apercevoir les puces de RAM sur l'arrière de la carte qui font contact avec la backplate. Donc ici je dirais que la backplate est encore plus importante que d'habitude, puisqu'il faut que la chaleur dégagée par les puces de VRAM sur l'arrière soit transmise directement à la backplate, et non pas enfermée entre la backplate et le PCB de la carte. Et donc ici on a des pads thermiques sur les puces qui transmettent directement la chaleur à la backplate, qui est bien évidemment en métal. Une backplate en plastique ici, ce serait pas forcément super adapté. Et dans l'ensemble, Asus a plutôt bien fait le boulot ici, la carte est bien refroidie, elle tourne aux alentours des 65-70 degrés en charge, et elle est également plutôt silencieuse, puisqu'elle est même légèrement plus discrète que la Founders Edition, en modèle 8 Go. On a 41.5 dBi ici, ce qui est vraiment pas mal du tout, donc c'est du plutôt bon boulot dans l'ensemble. Et comme bien souvent, il n'y a vraiment aucune raison, en dehors de l'esthétique, de prendre une carte plus haut de gamme que celle-ci, si vous achetez une 4060 Ti par exemple, puisque elle fait largement le boulot. Au niveau des performances, acheter une carte 200 balles plus chère, ça changera absolument rien. Et une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'on va observer aujourd'hui, c'est le comportement des modèles 8 et 16 Go dans des jeux gourmands en VRAM, et voir un petit peu ce qui se passe. Et donc on commence avec Cyberpunk 2077, et on y va direct en mode ultra, puisqu'en dessous il n'y a pas vraiment de différence, et on voit que d'emblée, en 1080p, le modèle 16 Go a un avantage, principalement sur les 1%, qui sont beaucoup plus stables. Et ça veut tout simplement dire que le jeu est moins fluide dans l'ensemble, car les baisses de framerate sont plus violentes que sur le modèle 16 Go, même si la moyenne des FPS reste la même. Donc ici, les 1% c'est vraiment très important à observer. Le phénomène reste similaire en 1440p et en 4K, même si en 4K, c'est plus le manque de puissance brute qui fait que le modèle 16 Go est à bout de souffle, tout comme le modèle 8 Go aussi. Et si on active le ray tracing en mode ultra, et c'est quand même super important de rappeler que le ray tracing c'est très gourmand en VRAM, et on voit que directement en 1080p, le modèle 16 Go est largement plus à l'aise avec 35% de performance en plus sur le modèle 8 Go, et des FPS beaucoup plus stables aussi. En 1440p c'est plus ou moins la même chose, par contre on voit qu'en 4K, la carte avec 8 Go s'effondre totalement, là où le modèle 16 Go n'est pas vraiment exploitable non plus, puisque les FPS sont pas bons, mais au moins le jeu fonctionne, ça tourne un petit peu. Donc là ici, c'est clairement sa puissance brute qui va bloquer, là où le modèle 8 Go, c'est sa VRAM qui s'effondre totalement puisqu'elle est complètement saturée. Intéressant aussi de noter que quand on active le DLSS 2 en mode quality, ça permet au modèle 8 Go de reprendre un petit peu de souffle, mais les 1% sont toujours en dessous du modèle avec 16 Go. Par contre, et c'est aussi intéressant de noter, c'est que le frame generation est quasiment inutile, car on manque de VRAM, tout simplement car le DLSS 3, ça a aussi besoin de VRAM pour fonctionner, et si vous êtes déjà borderline, au niveau de la quantité de VRAM, le DLSS 3 ne vous aidera pas, et ce sera même pire qu'avec juste le DLSS 2 classique. Et là où la carte avec 16 Go de RAM trouve un gain de performance plutôt bienvenu, mais qui ne rendra pas le jeu vraiment super jouable pour autant, par contre c'est clairement un autre monde par rapport au modèle 8 Go qui lui est complètement en PLS. Puisque comme vous pouvez le voir ici en jeu, on voit que là, la carte avec 8 Go, c'est totalement inutilisable. La carte avec 16, ça tourne, c'est pas méga fluide, mais ça tourne. Et on passe ensuite sur Hogwarts Legacy. Alors plusieurs choses à noter, c'est qu'ici on voit que le modèle 8 Go rencontre moins de problèmes que sur Cyberpunk dans l'ensemble, mais on retrouve quand même malgré tout des 1% low plus bas que sur le modèle 16 Go, et en RT en 4K, ça s'effondre plus aussi pour la carte avec 8 Go de VRAM. On voit aussi que le frame generation bénéficie aussi beaucoup plus à la carte avec 16 Go de RAM qu'avec la carte avec 8, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même beaucoup mieux pour Hogwarts Legacy qu'à la sortie du jeu, où ça aurait été totalement injouable pour le modèle 8 Go. Le jeu a été pas mal patché, et jusqu'il n'y a pas si longtemps aussi, le jeu ne chargeait pas les textures quand on était en saturation de VRAM, alors que maintenant, ça se comporte beaucoup mieux, on a moins ce problème-là. Il y a peut-être un petit temps de retard à l'allumage au niveau du chargement de textures, mais au moins ça reste plus bloqué, comme c'était le cas il y a encore pas si longtemps. Donc bref, sur Hogwarts Legacy, alors oui, c'est mieux d'avoir 16 Go de RAM que 8, mais on n'est plus dans une situation aussi critique qu'on l'était il y a quelques mois. Pour Ratchet & Clank ensuite, le graphique parle de lui-même, les 1% sont largement au-dessus pour la carte avec 16 Go, même en 1080p Ultra sans ray tracing. Et globalement, la carte avec 16 Go de RAM offre quand même de bien meilleures performances sur le jeu. Il n'y a pas photo ici. On voit aussi qu'encore une fois, le FrameGen n'offre aucun gain pour le modèle 8 Go, là où le modèle 16 Go se comporte plutôt normalement. Donc clairement ici, on voit que même en 1080p, on est déjà sur le fil du rasoir pour jouer en ultra sans ray tracing. Et c'est quand même un gros problème. Et c'est quand même franchement dommage, puisqu'en dehors de ça, la 4060 Ti, quand elle n'est pas bloquée par sa VRAM, on voit que sur ce jeu-là, ça se passe plutôt pas mal dans l'ensemble, les performances sont plutôt correctes. Alors bien évidemment, si on baisse les détails en mode élevé ou en mode médium, ça se passe beaucoup mieux, mais malgré tout,
Quand on met autant d'argent dans une carte, on aime bien pousser les curseurs au maximum, là c'est pas possible. Alors ensuite j'ai voulu tester Remnant 2, car c'est un des premiers jeux sous Unreal Engine 5, et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la scène que j'ai utilisée, les deux cartes étaient pour ainsi dire identiques, même si la carte avec 16 Go était souvent très légèrement en dessous. C'est un phénomène dont on avait déjà entendu parler au moment de la sortie du modèle 16 Go. Il arrive parfois que celle-ci soit très légèrement moins performante que le modèle avec 8 Go. Une histoire de fréquence, une histoire de consommation, on sait pas trop, mais ça arrive quand même assez régulièrement qu'elle soit 1 à 2% en dessous en utilisation normale, quand la VRAM n'est pas saturée. Mais bon, dans l'ensemble ici sur Remnant 2, j'ai pas noté de problème de VRAM, même avec le Frame Generation, ça se passait bien en 4K Ultra pour la carte avec 8 Go de RAM. Alors c'est un petit peu dommage que le titre n'ait pas encore Lumen, donc le ray tracing de l'Unreal Engine 5, pour voir si ça aurait eu un impact ou pas sur la consommation de VRAM. Donc on verra bien avec des titres futurs. Du coup, on passe sur Resident Evil 4 Remake. Alors lui aussi, il a été pas mal patché, puisqu'au lancement du jeu, si on saturait la VRAM en activant le ray tracing, le jeu plantait, tout simplement, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc ici, on voit que sans ray tracing, la 4060 et 8 Go s'en sort plutôt correctement, il n'y a pas trop de problèmes particuliers, même jusqu'en 4K, les performances sont plus ou moins identiques au modèle 16 Go. Par contre, dès qu'on active le ray tracing, c'est une autre histoire, clairement, et on voit que même en 1080p, la carte avec 16 Go est quand même largement au-dessus, et on passe de très désagréable à l'usage avec des chutes de FPS très régulières, à une expérience de jeu normale et agréable pour le modèle 16 Go, et on aura le même problème jusqu'en 4K, et évidemment aussi le FSR ça n'aidera pas beaucoup à régler le problème, puisque déjà en 1080p la RAM était saturée. Donc bon, clairement sur Resident Evil 4, selon les réglages, la carte avec 8 Go peut vraiment être très pénalisée, là où le modèle avec 16 Go s'en sort sans problème. Et enfin, un dernier titre à comparaison, c'est The Last of Us évidemment. Alors là aussi, le jeu a beaucoup changé depuis sa sortie. Déjà au niveau des textures, on a eu de vraies nouvelles textures pour le mode Medium, là où à la sortie du jeu, c'était quand même assez compliqué en dessous des détails élevés. Et les textures même élevées et ultra ont été plus optimisées qu'à la sortie. Alors en mode détail élevé, ça se passe pas trop mal pour le modèle 8 Go, en dehors de la 4K où là, elle s'effondre complètement. Là où ça reste plutôt jouable avec le modèle 16 Go. Et en mode ultra, on voit que dès le 1080p, on a des petites chutes de FPS, et en 1440p, c'est direct la catastrophe, là où le modèle 16 Go continue d'être tout à fait jouable et exploitable. En 4K, c'est compliqué pour les deux cartes, mais le modèle 16 Go est à la limite de l'exploitable, là où le modèle 8 Go est complètement en PLS. Donc bref, une fois qu'on a vu tout ça, alors il y a quand même plusieurs choses à retenir. Déjà, les jeux deviennent clairement de plus en plus gourmands en VRAM, c'est indéniable, et 8 Go de VRAM en 2023, on est très clairement sur le fil du rasoir dans certains jeux, même sans ray tracing et même en 1080p. On a aussi pu voir que certains titres où les 8 Go de VRAM posaient problème, comme Hogwarts Legacy ou The Last of Us, sont maintenant dans un bien meilleur état. Et c'est vrai que les 8 Go de VRAM posent moins de problèmes qu'avant sur ces jeux-là, puisqu'ils ont été mieux optimisés. Donc oui, l'optimisation, ça a son importance. Mais ça change pas le fait que des jeux mal optimisés, ça va pas disparaître, on en aura toujours. Et dans ces jeux-là, le modèle avec 16 Go aura toujours moins de problèmes que le modèle avec 8. Et la question à se poser aussi, c'est pendant combien de temps les développeurs vont continuer à tout simplement optimiser correctement. Pour les cartes avec 8 Go de VRAM, il y a de grandes chances que ça devienne de plus en plus rare. Optimiser bien comme il faut, ça coûte de l'argent, et on sait très bien que la plupart des éditeurs et développeurs cherchent juste à sortir les jeux les plus rapidement possible, quitte à sacrifier les détails et les graphismes pour ceux qui auront du matériel avec qui soit pas assez puissant ou qui n'ait pas assez de VRAM. Sans compter que ça veut dire aussi qu'à chaque sortie de jeu pas optimisée, on a un problème de performance en plus, là où le modèle avec 16 Go en aura moins. Donc quoi qu'il arrive, oui, avoir plus de VRAM, ça reste un avantage, plutôt que d'être constamment sur le fil du rasoir. Autre observation, c'est le ray tracing, c'est souvent l'élément qui lamine les performances de la carte avec 8 Go de VRAM, même en 1080p, si on veut jouer avec les détails au maximum, ou presque, avec le ray tracing, les 8 Go de VRAM, c'est clairement très très borderline maintenant, et ça je dirais, ça risque pas vraiment de s'arranger par la suite, donc 8 Go de VRAM, c'est très clairement insuffisant. Et enfin, en ce qui concerne l'upscaling, alors on a pu observer à plusieurs reprises que le DLSS 2 ou le FSR 2, ça peut aider à diminuer légèrement la consommation en VRAM, mais c'est plus un pansement sur une plaie béante qu'autre chose, puisque ça va pas régler le problème à tous les coups, parfois ça va le faire,
mais la plupart du temps, ça risque de pas être suffisant. Le frame generation par contre, alors c'est vraiment très compliqué puisque celui-ci consomme lui aussi de la VRAM, donc si on cherche à utiliser le ray tracing et le frame generation comme on aimerait bien le faire, ça coince tout simplement. Donc bon, oui, avoir plus de 8 Go de VRAM à l'heure actuelle, c'est loin d'être inutile. Par contre, est-ce que ça veut dire que les jeux sont inutilisables et qu'il faut jeter votre carte actuelle ou éviter totalement d'acheter une carte avec 8 Go de VRAM? Bon, j'ai envie de dire non, hein. Une carte avec 8 Go de VRAM au bon prix, ça fait encore le taf dans l'immense majorité des jeux. Probablement qu'on fera plus tourner les AAA en ultra, même en 1080p très longtemps, avec 8 Go de VRAM. Mais ça reste, et ça restera sûrement exploitable dans la plupart des jeux, avec des concessions, et probablement de plus en plus de concessions. Les cartes avec 8 Go de VRAM seront sûrement reléguées aux settings médium ou low, même en 1080p, dans pas si longtemps que ça. Reste aussi à voir comment ça se passera sur l'Unreal Engine 5 par exemple, puisque sur Remnant 2, ça semblait ok, mais il n'y a pas non plus l'humaine, et le jeu n'est pas non plus apparemment hyper gourmand sur la VRAM. Est-ce que c'est la gestion de la VRAM de l'Unreal Engine 5 qui veut ça? Est-ce que le jeu est juste tout simplement pas très lourd de ce côté-là? Bon, on sait pas trop pour l'instant, il faudra attendre d'avoir plus de jeux sur le nouveau moteur pour voir si, effectivement, on retrouve encore une fois des problèmes quand on est avec une carte avec 8 Go de VRAM, comme c'est le cas actuellement sur l'Unreal Engine 4. Alors j'avais aussi quelques autres petits désagréments en l'usage avec le modèle avec 8 Go de VRAM, puisque par exemple, quand on change les settings, il arrive souvent que le modèle avec 8 Go de VRAM sature complètement, parfois ça plante, alors que le modèle 16 Go, on peut changer les réglages et continuer de jouer, ça pose pas de problème. Et ça peut arriver même pas seulement quand vous allez changer des réglages, puisque si vous êtes vraiment très limite du côté de la VRAM, ça peut tout simplement planter, puisqu'il y a des jeux qui ont ce qu'on appelle une fuite de mémoire, et la VRAM du coup va se remplir de plus en plus au fil du temps, quand vous allez changer de niveau, quand vous allez passer d'une scène à l'autre, ça va changer les décors, tout ça, et bien là ça peut planter tout simplement parce que le GPU n'a juste tout simplement pas assez de VRAM, et aller faire appel à la RAM system, ça prend du temps, et parfois ça peut provoquer des problèmes, et ça peut planter. Et c'est un problème que vous n'aurez pas forcément avec le modèle avec 16 Go de VRAM, tout simplement parce qu'il y a plus de RAM. Donc bon, si on prend en compte tout ce qu'on vient d'observer, les 4060 Ti et leur positionnement tarifaire, on voit qu'il y a quand même un sacré problème, puisque le modèle 8 Go, il est clairement trop cher, comme je dis dans son test d'ailleurs. Une carte à plus de 400 € qui rencontrera de plus en plus de problèmes en 1080p, même sans ray tracing, ça vend pas spécialement du rêve quand on arrive maintenant fin 2023. Ça, plus le paradoxe du ray tracing qui est quand même massivement mis en avant par Nvidia et qui risque de devenir totalement inexploitable sur la carte que l'on utilise le DLSS ou le Frame Generation. Et ici, l'argument fort de la génération RTX 4000, c'est le DLSS 3, et avec des cartes avec 8 Go de RAM, il est tout simplement plus ou moins annulé par le manque de VRAM des cartes en fait, puisqu'au-dessus du 1080p, le Frame Gen est quasiment inutilisable par manque de VRAM, et en 1080p, la perte de qualité d'image de l'upscaling et du frame generation, elle est trop importante pour être vraiment hyper agréable pour une carte à ce tarif-là surtout. Donc pourquoi acheter cette 4060 Ti 8 Go plutôt qu'une 3060 Ti qui fera la même chose au final pour moins cher? On se pose la question. Donc bon, la 4060 Ti 8 Go aurait dû coûter 300 €, voire 350 grand maximum pour avoir un intérêt, je dirais, dans le marché actuel. Le modèle 16 Go, c'est une meilleure carte dans l'ensemble, sans aucun doute, car au moins, le ray tracing et le frame gen sont exploitables, et ça fonctionne, je dirais, normalement, et la carte dans l'ensemble vieillira mieux, mais par contre, à 550 €, c'est vraiment beaucoup trop cher. Comme je le dis depuis l'annonce, en fait, en dehors des professionnels qui ont besoin de 16 Go de RAM et d'une carte Nvidia pas trop chère, la carte ne présente pas grand intérêt à ce tarif-là. On a des alternatives bien plus intéressantes, plus ou moins au même tarif pour les joueurs, même chez Nvidia. En vrai, la 4060 Ti aurait dû avoir 16 Go de RAM de base, et les 440 € qui étaient demandés, ça aurait au moins été un petit peu plus acceptable, sans être non plus le guide du siècle. Mais en fait, même par rapport à la génération précédente, on aurait eu l'excuse de la VRAM pour augmenter, je dirais, le tarif de la carte, alors qu'ici, le modèle 8 Go, on comprend pas bien ce qui se passe. Et plus globalement, je trouve que c'est quand même hyper compliqué d'essayer de vendre une carte marketée pour du 1080p à 440 € à 8 Go de VRAM qui sera très vite limité dans les jeux à venir. En vrai, le AD106 qui équipe les 4060 Ti, il aurait dû avoir un bus 192 ou même 160 bits, au moins on aurait eu 10 Go de VRAM, et ça aurait en plus rendu la carte un petit peu plus équilibrée d'un point de vue performance, car elle est très clairement en manque de bande passante.
là où ses performances en compute pure, la performance brute est pas si mauvaise que ça, mais elle est très clairement limitée à cause de son bus 128 bits qui n'est pas suffisant ici pour cette carte-là. Donc même avec un bus légèrement plus large, la 4060 Ti aurait eu de meilleures performances dans l'ensemble, et en plus de ça, elle n'aurait pas eu cette critique autour de la VRAM, et ça aurait été un produit beaucoup plus équilibré. Puisque bon, personnellement, si je devais mettre plus de 400 € pour une carte orientée 1080p, ce qui n'a absolument aucun sens pour moi, une carte pour du 1080p, pour moi ça devrait pas coûter plus de 250 € à l'heure actuelle. 440 € pour du 1080p, c'est totalement délirant. Mais bon, admettons, si je mets 440 € pour du 1080p, je veux que ma carte fasse du 1080p à fond, sans concession, ray tracing ou pas ray tracing, et sans upscaling. Je veux pas avoir de questions à me poser si je vais avoir assez de VRAM ou pas pour ce tarif-là, je veux juste que la carte soit la plus performante possible en 1080p, et de n'avoir à faire aucun compromis pour 400 €. Je dirais que c'est le minimum syndical pour une carte à ce tarif-là, qui n'est vraiment orientée que pour du 1080p. Puisqu'ici, avec la 4060 Ti, en réalité, on devra faire exactement les mêmes concessions qu'avec la 4060, par exemple. Du coup, on aura très légèrement plus de FPS que la 4060, mais est-ce que ça vaut les 140 balles de plus? La plupart du temps, en réalité, si je fais que du 1080p, je trouve que ça vaut pas le coup du tout. Donc bref, les 4060 Ti, que ce soit le modèle 8 ou 16 Go, le gros problème, comme d'habitude, c'est le tarif. La 4060 Ti 16 Go, si elle était sortie à 400-440 balles, on aurait pu dire ok, elle a beaucoup de VRAM, même si ça en aurait pas fait le dit du siècle non plus. Et le modèle 8 Go, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait dû être 350, mais vraiment grand maximum. Enfin bref, on va continuer d'observer ce qui se passe avec les cartes avec 8 Go de VRAM, bien évidemment, et c'est pas les jeux qui manquent en fin d'année et l'année prochaine qui risquent de saturer les cartes avec 8 Go de VRAM. Donc bon, cette 4060 Ti 16 Go continuera de servir un petit peu de carte témoin, et ça sera intéressant à observer, et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, puisque ça permet vraiment d'observer les jeux et les situations pour lesquels les 8 Go de VRAM ne sont plus suffisants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, la page Ko-fi, tout ça. Et puis, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!